C'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale et ce matin, il intervient depuis la ville de Safi. J'ai le plaisir de vous présenter Badr Belej, expert en blockchain. Et qui dit blockchain dit crypto-monnaie. Ensemble, nous allons évoquer la montée en puissance des monnaies virtuelles et leur avenir au Maroc. Bonjour Monsieur Belej. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Nous vous avons présenté comme un expert en blockchain. Pour les non-initiés qui nous suivent, pouvez-vous nous expliquer ce concept et nous parler brièvement des mécanismes derrière les crypto-monnaies? Ok, donc la blockchain, c'est normalement l'ensemble des techniques sous-jacentes aux crypto-monnaies. C'est la technologie qui permet que la crypto-monnaie opère d'une façon décentralisée sans avoir besoin d'une autorité ou de quelconque instance de contrôle. Donc, brièvement, c'est une technologie qui se base sur la duplication de l'information entre un certain nombre d'acteurs dans un réseau pair à pair. Et donc, en plus d'un consensus mécanisme, un réseau peut arriver bien sûr, à un agreement, c'est-à-dire un accord sur la vérification et la validation des transactions qui arrivent sur le réseau, sans avoir besoin de cette entité centrale-là. Donc, brièvement, la blockchain, c'est vraiment un ensemble de techniques qui font qu'un réseau sans entité centrale, sans chef en quelque sorte, arrive à un accord vis-à-vis des transactions qui sont validées, qui arrivent sur le réseau. On enchaîne avec ce chiffre. Un bitcoin est estimé, à l'heure où on parle, à 480 000 dirhams. La barre du demi-million a même été dépassée il y a un mois. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie une valorisation si forte du bitcoin ? Bon, si on parle de la valorisation du Bitcoin, il y a divers facteurs qui ont causé cette montée des cours. Mais on peut citer 3 facteurs qui sont les plus marquants. Le premier facteur est l'intérêt croissant des institutions financières. Il faut rappeler que d'abord, il y a eu l'implication de PayPal. La banque américaine a lancé fin octobre un service d'achat et de vente des crypto-monnaies. Il y a aussi l'implication des fonds d'investissement parmi lesquels on trouve par exemple MicroStrategy ou encore Rafar. Alors déjà, MicroStrategy, elle a investi à peu près 2 milliards de dollars entre 2020 et 2021. Donc c'est une somme colossale et bien sûr sans oublier l'investissement de 1,5 milliard de dollars qui a été investi par Tesla. Le mois passé, bien sûr, une annonce qui a été accompagnée par beaucoup de médiatisation, chose qui a lancé en quelque sorte une boule de neige qui n'a cessé de rouler. Le deuxième facteur est le climat actuel d'incertitude suite à la pandémie. Donc, de nombreux investisseurs actuellement traitent le Bitcoin comme un actif refuge, un peu comme l'or. Et donc, le Bitcoin profite grandement de l'incertitude aussi sur l'avenir des monnaies, parce qu'il y a actuellement en quelque sorte une bulle monétaire. Et donc le Bitcoin est de plus en plus choisi pour diversifier un portefeuille et réduire la dépendance au système financier traditionnel. Je rappelle aussi que Tesla, lors de son investissement en Bitcoin, il a justifié cette action par le fait qu'il veut diversifier ses actifs et donc pour avoir bien sûr plus de sécurité. Un troisième facteur qui est très important mais qui est souvent sous-estimé, c'est le fait qu'il y a des taux d'intérêt actuellement très faibles, voire négatifs, surtout pour tout ce qui est obligation. Je m'excuse. Chose qui fait que les investisseurs choisissent d'investir dans des assets qui sont plus rentables comme le Bitcoin, même s'il y a un risque, parce qu'on sait là où il y a le risque normalement, là où il y a le profit. Donc les gens essaient d'éviter bien sûr d'investir dans des bons avec un retour très faible, et migrent plutôt vers ces actifs-là, surtout le Bitcoin. Et donc, ces 3 facteurs, grosso modo, c'est les facteurs qui ont poussé cette montée en flèche. Mais un quatrième facteur, on peut dire que secondaire, c'est le fait que personne ne connaît la valeur réelle de Bitcoin. On ne peut pas justifier quelle est la valeur réelle parce que Bitcoin, c'est une monnaie qui est rare. Et seule l'adoption et seul l'usage va définir dans le futur quelle est la valeur exacte ou plutôt la valeur réelle intrinsèque de cette monnaie parce qu'il y aura juste 21 millions de bitcoins dans la nature et on ne peut pas dire vraiment est-ce que 50 000, 100 000, 1 million ou 3 dollars c'est le vrai
le vrai cours. Et donc, le marché va décider, bien sûr, va dire son mot sur le cours. Et d'ailleurs, comment s'est opérée la montée en puissance du Bitcoin au fil du temps? Normalement, Bitcoin a commencé avec 0,00 quelques cents, c'est-à-dire quelques cents au début en 2009. Il y a eu la première grande montée vers 1 000 dollars, je crois que c'était en 2013. Après, il est redescendu vers quelques 300 et quelques dollars. Après, il y a eu la montée de 2017 vers, si je me rappelle bien, 12 000. Et ensuite, il a monter jusqu'à même 20 000 pour redescendre après vers 3 000 et on est en 2021 avec une descente, avec une montée vers 50. Je crois que le plafond qu'on a atteint c'est 58 000 et donc ça, c'est en quelque sorte ça c'est l'oscillation historique des prix. Et comme j'ai dit, pourquoi on a cette oscillation? Parce que on connaît vraiment pas la vraie valeur de cette monnaie parce que c'est un actif récent, c'est un actif qui est en quelque sorte un intrus. Et donc, on essaie de, bien sûr, l'offre et la demande qui définit la vraie valeur. C'est comme un tableau, c'est comme une pièce d'art qui commence avec un prix, bien sûr, qui est très faible, mais suite à la demande, on arrive bien sûr à des prix qui sont astronomiques. Face à une telle volatilité, comme vous l'avez mentionné, une question s'impose naturellement. Jusqu'où peut s'envoler le Bitcoin? C'est une question vraiment très difficile parce que personne ne peut prévoir quelle est c'est-à-dire en quelque sorte le plafond. On va arriver à quel cours, à quel prix. Parce que, comme j'ai dit, c'est l'offre et la demande qui définit le cours. Il n'y a pas vraiment des systèmes, ou plutôt il n'y a pas une justification de la valeur d'une façon intrinsèque. C'est-à-dire le marché peut bien sûr faire monter le cours de Bitcoin jusqu'à 100 000 ou plus parce que, comme j'ai dit, il y a un climat d'incertitude économique, il y a aussi un problème de bulle monétaire, mais il faut se rappeler que Bitcoin a monté en valeur dans l'année 2009 parce que certainement parce qu'il y avait la crise mondiale de 2008. Et donc, une deuxième crise mondiale, je crois qu'il va propulser le cours de Bitcoin vers des prix ou vers des cours qu'on n'a jamais vus, vers 100 000 ou plus. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, l'investissement de 1,5 milliard de dollars de Tesla. S'agit-il là d'un simple coup opportuniste ou c'est la monnaie virtuelle qui s'impose aux hommes d'affaires de la planète? Bon, à mon avis, je crois que l'action, ou plutôt l'achat de 1 milliard, bon, 1 milliard, 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, en quelque sorte, c'est une action intelligente. Pourquoi? Parce que déjà, Bitcoin, il est en train de s'imposer et acheter, bien sûr, l'investissement qui a fait Tesla a fait propulser les prix, donc Tesla était gagnante. Aussi, on est en train de dire actuellement et prévoir que Bitcoin peut devenir la monnaie du futur, bien sûr. Il y a un long trajet, mais la monnaie a confirmé sa résilience, a confirmé qu'elle est vraiment une monnaie fiable qu'on peut utiliser. Bien sûr, je parle techniquement, je ne parle pas des aspects de volatilité et autres. Ça montre que c'est une technologie qui est là pour rester et donc en quelque sorte Tesla a fait, ou plutôt Elon Musk, c'est parce que c'est le monsieur qui a quand même qui a fait cette décision, a prévu, bien sûr, a fait en quelque sorte une projection future de dire voilà, Bitcoin c'est quelque chose qui va monter et il avait raison parce qu'ils ont fait l'achat, je crois, dans les 40 000 et juste une semaine après on a atteint 50 000, donc ils ont fait quand même un rapide juste dans une semaine ou quelques. Et donc, dans le long terme, je crois que cet investissement va faire un grand retour à Tesla. Mais il y a juste un petit problème, c'est qu'actuellement, le cours Tesla il est en train d'être corrélé au prix de Bitcoin. Donc, une fois le prix de Bitcoin monte, le cours Tesla monte et vice-versa. Vous parliez de montée. Qu'est-ce qui, selon vous, en parallèle ou peut-on en revanche, pourrait le faire chuter?
Bon, qu'est-ce qui va le faire chuter? Chuter, c'est la disparition de la demande. Et donc la disparition de la demande peut être bien sûr provoquée par plusieurs actions, par exemple, je ne sais pas, des actions hostiles de la part des gouvernements, par exemple des interdictions au niveau étatique, il y a quand même des news qui sont négatives, par exemple faire tomber des exchange markets, c'est-à-dire les marchés sur lesquels les utilisateurs ou les individus achètent ou vendent Bitcoin. Mais comme j'ai dit, quand même, ça va faire chuter Bitcoin vers juste un cours qui est plus bas, mais ne va pas le rendre nul, c'est-à-dire ne va pas le nullifier, ni bien sûr rendre Bitcoin acheté ou vendu à $0. C'est ce qu'on a cru en 2017. Beaucoup de gens, beaucoup d'économistes même ont dit oh, voilà, c'est la fin de Bitcoin, Bitcoin est mort, donc il va descendre à zéro, il ne sera plus utilisé. Mais on a compris que non, Bitcoin c'est une monnaie vivante, il y a tellement d'investissements que ces investissements servent comme support qui font que cette monnaie-là, elle est protégée par les gens qui ont de l'intérêt derrière. Et actuellement, on a comme j'ai dit, des fonds d'investissement, des acteurs, des géants derrière. Donc ça va servir comme support pour toujours éviter que Bitcoin connaisse un crash. Mais comme j'ai dit, rien n'est impossible. Donc Bitcoin peut descendre facilement vers 20, 10 000. Donc ça dépendra vraiment des marchés et de la réponse des gouvernements, surtout des gouvernements face à cette crypto-monnaie. Justement, on a assisté en 2017 à une véritable levée de bouclier de la part de la Banque centrale qui avait appelé à la méfiance sur les crypto-monnaies qui n'ont d'ailleurs toujours pas de droit de cité au Maroc. On constate cependant que les positions ne sont plus aussi rigides 4 ans plus tard. Bon, quand même, il faut clarifier la position parce qu'il n'y a pas eu de changement de position et il faut quand même comprendre la situation actuelle. Certes, le Maroc a annoncé l'interdiction des crypto-monnaies via le communiqué que vous avez cité, qui a été signé par le Banque Maghreb, l'AMMC et l'Office d'échange. Mais 2 ans après, le gouverneur a annoncé qu'il a signé le communiqué quand même, ou le BAM a signé le communiqué pour prévenir le consommateur que Banque Maghreb n'a pas le pouvoir d'interdire ou d'autoriser Bitcoin. Et donc, il a aussi affirmé que Banque Maghreb a un roadmap digital dans lequel les crypto-monnaies et Bitcoin figurent. Et donc, déjà, cette dernière décision de former un comité pour étudier le sujet de la CBDC, ce qu'on appelle la monnaie digitale des banques centrales, est tout à fait normale. Et donc, bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre que beaucoup de banques centrales à travers le monde étudient cette question d'avoir ce qu'on appelle une CBDC. Comme le montrent déjà les rapports de la BIS, c'est la banque centrale des banques centrales, qui a montré que beaucoup de banques centrales à travers le monde étudient ce sujet de la CBDC, s'intéressent à l'implémenter comme étant une monnaie virtuelle au niveau national. Mais comme j'ai dit, au Maroc, rien n'a changé. Juste Banque Maghreb, pragmatiquement et intelligemment, il a choisi d'étudier la CBDC qui reste une variante de la crypto-monnaie. Ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est juste en quelque sorte une variante qui va remplacer en quelque sorte la monnaie scripturale en un format différent qui est basé sur la technologie sous-jacente qui est la blockchain. Et donc, à mon avis, la position reste la même, l'interdiction. Même qu'on peut, bien sûr, on peut débattre l'interdiction, mais l'interdiction, elle est là. Mais Banque Maghreb, elle a, comme j'ai dit, choisi d'étudier une variante qui n'est pas liée quand même au sujet de l'interdiction. Justement, une commission de Banque Maghreb est en préparation pour étudier le lancement d'une crypto-monnaie marocaine. Pourquoi ce changement de cap et pour quel objectif ? Normalement, selon mon étude personnelle ou ma lecture personnelle c'est-à-dire de leur annonce, je crois qu'ils vont partir vers le sens d'étudier la question de la CBDC dans le sens de l'utiliser comme ce qu'on appelle wholesale CBDC, c'est-à-dire une CBDC ou une monnaie virtuelle électronique de gros.
c'est-à-dire entre la banque centrale et entre les banques commerciales, mais non pas comme une monnaie digitale qui sera un IDIRHAM qui sera utilisée par la population. C'est ma propre lecture. Et donc je crois, pourquoi ils vont dans ce sens-là, parce que la CBDC en quelque sorte présente plusieurs avantages. Bien sûr, c'est une monnaie sécurisée, technologiquement parlant. C'est une monnaie sécurisée, c'est une monnaie très rapide à utiliser, c'est une monnaie qui peut booster l'innovation. Parce que là, on est en train de parler d'un concept qui est très important, c'est la monnaie programmable, the programmable money, c'est-à-dire d'avoir une monnaie dans laquelle on peut, ou sur laquelle on peut agir, on peut définir en quelque sorte les clauses de dépenses, n'importe quelle politique de la Banque centrale, on peut l'implémenter en quelque sorte sur une CBDC. Il y a même la Banque de Chine actuellement travaille sur un projet de l'yuan électrique et la Banque centrale prévoit d'utiliser cette monnaie-là dans le sens où elle peut renforcer sa politique monétaire, c'est-à-dire imposer à la population des règles, par exemple, de dépenses ou d'épargne de cette monnaie-là, et ça va donner plus de contrôle aux banques centrales. Et donc, tous ces avantages-là font que les banques centrales actuellement s'intéressent plus, bien sûr, à cette monnaie-là, sans oublier le problème du cash au Maroc, bien sûr, avec un rêve de devenir un pays cashless, mais comme j'ai dit, moi, je lis l'annonce comme étant juste une monnaie wholesale, c'est-à-dire de gros entre les banques, mais rien n'empêche si le projet, bien sûr, déjà, c'est juste un comité d'études, donc si l'étude est favorable et on commence vraiment à mettre le projet, déjà la Banque de France a fini ses essais sur une CBDC similaire. Donc si on fait nos tests et on implémente une CBDC, je crois que une fois la CBDC de gros est validée, pourquoi pas ne pas penser à mettre en place une CBDC, un IDIRHAM qui est de détail qui sera utilisé par la population. Merci, Monsieur Belej, pour ces précieux éclairages. Je vous rappelle que vous êtes expert en blockchain. C'est la fin de notre invité de la matinale. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours retrouver nos